Chapitre 5. Mai-août 2020. Ça n'avait pas tardé. Ils avaient envoyé leur article à l'éditeur de Nature le 19 mai et le 24 mai, Paul Chevalier reçut une réponse de la rédaction du célèbre journal scientifique lui demandant s'il était d'accord pour faire la relecture et la vérification de deux articles différents qui portaient eux aussi sur la découverte de la coïncidence entre l'éruption de SGR 1935 plus 2154 et le sursaut de FRB 200428. Il y avait un article d'une équipe américaine qui exploitait le radiotélescope Stellar 2 en Californie et un autre des Chinois de FAST. Il fallait s'y attendre. Mais l'éditeur de Nature ajoutait une remarque non conventionnelle, disant que l'article de Scheim serait relu probablement par ses deux concurrents et qu'il serait nécessaire que les résultats mentionnés dans ces deux papiers soient pris en compte dans leur propre article. Il serait demandé la même chose aux deux autres équipes. Chacun des trois allait vérifier les articles de ses deux concurrents directs. C'était une situation pour le moins inattendue. Par ailleurs, l'éditeur poursuivait en annonçant que le journal publierait les trois articles dans le même numéro et qu'il serait agrémenté d'un article de revue consacré au mécanisme physique des FRB qui serait demandé à un spécialiste du domaine et probablement aussi d'un court article de synthèse dans la rubrique News and Views qui ferait le lien entre les trois articles annonçant la découverte. Paul avait donc vu juste en forçant toute l'équipe à se dépêcher pour proposer un article à Nature. Ils n'étaient pas les seuls sur le coup et les deux autres avaient eu la même idée de choisir le journal britannique ayant la plus grande renommée mondiale. Ils n'avaient certes pas été les premiers, mais ils n'étaient pas les derniers non plus. Et finalement, tout le monde y gagnerait, puisqu'ils allaient pouvoir décortiquer en avant-première les travaux de leurs concurrents. Alex, de son côté, n'avait plus qu'à attendre la révision des deux reviewers, et il se doutait que cela prendrait au moins autant de temps que prendrait Paul pour effectuer celle des articles des deux autres équipes. La réponse arriverait probablement 2 mois plus tard, vers la fin juillet, et le temps d'apporter les corrections nécessaires, on pouvait tabler sur une acceptation probable vers le mois de septembre et une publication un peu plus tard. Cela laissait donc 2 bons mois à Alex pour se replonger dans son catalogue de FRB et poursuivre ses caractérisations. Depuis le début de la campagne d'enregistrement systématique de tout le ciel de l'hémisphère nord, le 25 juillet 2018, et jusqu'au 1er juillet de l'année précédente, Scheim avait détecté 536 sursauts radiorapides. Cela faisait en moyenne plus de 10 par semaine, presque 2 par jour. Ce grand nombre de détections localisées et caractérisées permettait de construire une base de données très utile pour commencer à faire des études statistiques. Parmi tous ces sursauts, 474 étaient des sursauts uniques et 62 provenaient de 18 sources répétitives précédemment connues. Le 19 novembre 2018 avait été une journée exceptionnelle. Elle avait vu apparaître 5 FRB dans la même journée, provenant de 5 sources différentes, dont 2 étaient répétitives. Et parmi elles, le très productif FRB 121102. Comme le catalogue que construisait Alex comportait des FRB répétitifs et non répétitifs, il était intéressant d'essayer de trouver des différences subtiles entre ces deux classes qui pourraient indiquer une origine physique un peu différente. Alex avait déjà réussi à montrer que les deux classes de FRB avaient des positions dans le ciel et des mesures de dispersion, l'étalement du signal en fonction de la fréquence, qui étaient cohérentes avec le fait d'être tirées de la même distribution. Mais les sursauts répétitifs semblaient différer des non répétitifs apparents par leur largeur temporelle intrinsèque et par leur largeur de bande spectrale.
À partir de l'analyse du taux de détection et connaissant la sensibilité du radiotélescope, Alex pouvait aussi estimer le nombre de FRB qui devaient apparaître quotidiennement dans tout le ciel, au-dessus d'une certaine valeur de fluence et à la fréquence moyenne de 600 MHz. Il avait trouvé une valeur de 820, plus ou moins 200 par jour. On n'en détectait donc qu'une infime fraction. L'avenir et les prochaines améliorations des radiotélescopes promettaient de nombreuses découvertes, si tant est qu'elles soient encore possibles. Alex râlait souvent des parasites qui apparaissaient dans les diagrammes temps-fréquence. Ils étaient variables d'un jour à l'autre, et selon les heures également. Certaines périodes étaient complètement inexploitables. C'était affreux. Il ne fallait pas s'étonner qu'on ne détectait pas les plus de 800 FRB qui apparaissaient chaque jour dans le ciel. Chaque sursaut pouvait être visualisé dans un diagramme temps-fréquence-intensité, où l'intensité du signal était codée par une couleur et tracée dans un graphe avec le temps en abscisse et la fréquence du signal en ordonnée. La bande de fréquence que couvrait l'ordonnée de ce diagramme allait de 400 à 800 MHz, qui était la bande de fréquence dans laquelle Scheim détectait tout ce qui passait. Et le problème était que Scheim était un instrument vraiment très sensible. Les interférences produisaient des larges bandes horizontales discontinues qui venaient barrer le diagramme. Pour montrer juste le beau signal incurvé des FRB, il fallait colorer artificiellement ces bandes parasites par la couleur du niveau de signal moyen du fond, hors parasite. C'était une teinte bleutée dans la plupart des cas, et ça occultait une bonne partie de la surface utile. Il y avait des bandes de fréquences parasites qui revenaient tout le temps, comme celles des radios terrestres, des talkie-walkie et des téléphones vers 410 et 480 MHz. La bande des radioamateurs entre 430 et 440 MHz, la télé entre 740 et 770 MHz. Et puis, il y avait cette large bande autour de 600 MHz, en plein milieu du diagramme, qui avait une largeur d'environ 80 MHz, entre 560 et 640 MHz, et qui semblait être de plus en plus présente. Dans les données de 2018, elle n'apparaissait pas, mais à partir de mai 2019, cette grosse bande parasite, qui couvrait presque un quart du diagramme, apparaissait de plus en plus souvent. Alex n'avait aucune idée de la provenance de ce signal parasite extrêmement pénible, qui était parfois si intense qu'il saturait complètement les récepteurs de Scheim. L'analyse de l'évolution du signal d'un FRB dans le temps en fonction de sa fréquence était très précieuse pour les radioastronomes. Elle leur fournissait une mesure de dispersion, la façon dont les ondes radio du sursaut, qui duraient environ 1 milliseconde, étaient ralenties en fonction de la fréquence. Ce ralentissement était directement lié à la quantité de matière qu'avaient traversé les ondes radio depuis leur production dans un lointain objet astrophysique, jusqu'à leur détection dans les radiotélescopes. Il s'agissait plus exactement de la densité d'électrons qui se trouvaient sur le chemin des ondes radio. Si on connaissait avec une bonne précision la distance de la source du FRB, on pouvait alors en déduire des informations intéressantes sur la quantité d'électrons présents dans le milieu intergalactique. Et inversement, si on pouvait estimer précisément cette quantité de matière intergalactique par un moyen indépendant, on pouvait alors donner une estimation de la distance de la source du FRB grâce à la mesure de dispersion de son sursaut. En plus de l'intensité, de la durée, de la morphologie temporelle et de la mesure de dispersion des sursauts radio rapides, l'autre donnée fondamentale qui était mesurée par la plupart des radiotélescopes qui traquaient les FRB était la polarisation des ondes radio. La polarisation, qui indiquait comment les champs électriques et magnétiques de l'onde électromagnétique étaient organisés,
dépendait directement des champs magnétiques qui avaient été rencontrés au cours du trajet du sursaut. Concrètement, la polarisation fournissait une information sur le champ magnétique qui devait régner à proximité immédiate de la source. La moindre perturbation d'une source parasite d'origine artificielle enlevait une fraction significative du signal utile, qui permettait de déterminer toutes les caractéristiques physiques d'un sursaut rapide, et donc des caractéristiques permettant d'en savoir plus sur la nature des objets qui étaient à leur origine. Sophia, qui occupait le bureau en face de celui d'Alex, dit soudain: Alex, tu as vu le télégramme FRB qui vient de tomber? Non, pas encore, dit Alex. Tu devrais. Pourquoi? Ton magnétar! Il vient de refaire 2 nouveaux pulses, rétorqua Sophia. Bordel! FRB 200428 qui est répétitif? Ah, ben c'est le pompon! Sophia disait vrai. FRB 200428 se répétait donc aussi, comme un certain nombre d'autres FRB, et avec une énergie dissipée qui paraissait très variable, constatait Alex à la lecture de l'alerte que venaient de donner des radioastronomes néerlandais, suédois et polonais. SGR 1935 plus 2154 était un magnétar qui se trouvait à seulement 14 000 années-lumière d'ici, 2 fois moins loin que le centre galactique. Et il était à ce titre l'un des magnétars les plus proches sur la trentaine qui avait pu être identifiés à ce jour. Mais pour l'instant, c'était toujours le seul qui montrait des bouffées rapides d'ondes radio de type FRB. Les 2 nouvelles bouffées d'ondes radio étaient très courtes, espacées de moins de 2 secondes, et avaient été détectées le 24 mai 2020 par 4 radiotélescopes européens. Plusieurs équipes avaient scruté le magnétar durant 4 semaines, sur un total de 522 heures, et avaient fini par voir ces 2 nouveaux sursauts de faible intensité, espacés de 1,4 secondes. Si on comparait les différents sursauts observés entre les 2 premiers du 28 avril et ces 2 nouveaux qui étaient 10 000 fois plus faibles que les 2 premiers, on avait des niveaux d'énergie émises qui s'étalaient sur 7 ordres de grandeur. La plus faible bouffée étant 10 millions de fois moins intense que la plus forte. Ces données étaient évidemment extrêmement importantes, parce qu'elles permettaient de comprendre pourquoi on pouvait voir certains FRB extragalactiques se répéter et d'autres non. Il se pouvait finalement qu'ils se répétaient tous, mais que nous n'arriverions à détecter que les bouffées les plus intenses avec nos radiotélescopes, le sommet de l'iceberg. Les 2 nouveaux sursauts étaient vraiment très rapides, 866 plus ou moins 43 microsecondes et 961 plus ou moins 48 microsecondes. Ils montraient cependant des différences notables, non seulement dans l'énergie qu'ils transportaient, le second était 5 fois moins énergétique que le premier, mais aussi en termes de polarisation des ondes électromagnétiques. Le premier sursaut était très faiblement polarisé, tandis que le second montrait à la fois une composante de polarisation linéaire et de polarisation circulaire assez importante. Le fait que les gars n'avaient rien détecté durant 421 heures avant de détecter ces 2 sursauts, séparés de 1,4 secondes, pouvait dire que ces sursauts de SGR 1935 plus 2154 ne devaient pas être distribués de façon aléatoire ou selon une distribution de poissons, mais qu'au contraire, les bouffées devaient apparaître en groupe. D'ailleurs, c'était exactement ce qui avait été observé sur le premier FRB répétitif découvert, le fameux FRB 121102. En revanche, cette fois, le télescope Fermi GBM n'avait rien détecté en coïncidence, d'après le système d'alerte des États-Unis. Et malheureusement, les autres télescopes spatiaux HXMT et Swift n'étaient apparemment pas dans le champ de vue de SGR 1935 plus 2154. Le télégramme disait aussi que plusieurs bouffées de rayons X avaient été détectées durant les 4 semaines d'observation, notamment le 10 mai et le 20 mai, mais aucun sursaut radio rapide n'y avait été trouvé en coïncidence avec ces bouffées.
Le 16 août, le président de l'université McGill annonça lui-même la venue de Dame Jocelyn Bell Burnell le 24 septembre pour être faite officiellement docteur honoris causa. Alex était enfin libre d'en parler. Depuis que Irina Klovarski lui avait demandé de présenter les résultats de Scheim à Jocelyn Bell, Alex s'était tout d'abord senti extrêmement fier d'avoir été choisi, mais très vite, il lui avait paru incongru que ce soit un jeune homme qui accomplisse cette tâche. Certes, l'idée de confier à un doctorant cette présentation était très bonne, d'autant que c'était les doctorants qui produisaient en fait l'essentiel des résultats scientifiques, et c'était vrai ici comme ailleurs dans tous les laboratoires du monde. Mais quand on connaissait un peu le parcours de Jocelyn Bell et son engagement depuis plusieurs années pour favoriser la féminisation des carrières scientifiques, le choix de Irina Klovarski paraissait absurde. Après réflexion, Alex avait honte d'être mis en avant de cette façon devant ses collègues doctorantes. Il savait aussi à quel point Sophia estimait Jocelyn Bell et que c'était elle et son parcours qui l'avaient incité à poursuivre en thèse. Dès que l'information fut officielle, Alex alla voir Sophia lors de la pause café de l'après-midi. T'es au courant pour Jocelyn Bell fit Alex. Oui, c'est trop génial répondit Sophia. Il y a quelque chose que tu ne sais pas par contre. Quoi donc? Quand elle va venir ici au département, il est prévu qu'on lui présente les derniers résultats de Scheim. Et Klovarski m'a demandé de le faire. À toi demanda Sophia avec un ton à la fois étonné et envieux. Ouais, mais en fait, je trouve ça débile. Je sais pas pourquoi elle me l'a demandé à moi. Et quand est-ce qu'elle te l'a demandé? Ah, ça fait déjà un moment. Tu te rappelles quand elle était venue me convoquer dans son bureau, là, il y a 3 mois? Eh ben, c'était ça. Quoi? Ça fait 3 mois que tu sais que Jocelyn Bell vient ici et tu nous as rien dit? Mais j'avais pas le droit. J'ai signé un papier qui disait que j'avais pas le droit d'en parler, sous peine de sanctions lourdes. J'avais pas le droit d'en parler? Mais pourquoi? J'en sais rien, il fallait attendre que l'université l'annonce officiellement pour que j'aie le droit d'en parler. Et il fallait pas que ça fuite. C'est bizarre ton histoire. Quel est l'intérêt de faire ça? Tu crois pas plutôt que Klovarski t'a testé pour voir si tu respectais bien un embargo? J'en sais rien. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est toi qui devrais le faire. Moi? Je te donnerai ce que j'ai déjà préparé sur la partie FRB, tu pourras rajouter la partie cartographie hydrogène. Pour moi, c'est une femme qui doit le faire. Et une doctorante, bien sûr. Ça, c'était une bonne idée, mais pas un mec, franchement. Qu'est-ce que t'en dis? Mais c'est un trop beau cadeau, Alex. Je sais pas quoi dire. Ça serait vraiment trop cool. Il y aura du monde, hein, tu sais. Ouais, je m'en doute. Mais ça me fait pas peur. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Klovarski ensemble et je lui expose ce que je viens de te dire, en un peu plus policé, répondit Alex. Ok, ça me va.